Deuxième style de dissertation, la comparaison. Il s'agit d'une forme d'explication qui engage plusieurs termes clés dont la comparaison va de soi. On vous mentionnera alors deux ou plus personnages, œuvres, courants, auteurs, réflexions, notions qu'il faudra dans un premier temps définir, puis chercher les ressemblances et les différences. Troisième style de dissertation, la discussion. Si vous vous souvenez de l'analyse des sujets que nous avons mentionnés, l'opposition entre histoire et épopée, la question fermée concernant la connaissance de soi, il s'agissait de discussions type. C'est le style typique de la dissertation, et souvent le plus fréquent. La discussion engage une réflexion ou un parti pris. Elle peut être autonome ou s'immiscer dans les autres genres comme l'explication, la comparaison ou le commentaire, lorsqu'on vous demande une préférence dans une comparaison, un jugement dans une explication, un débat, une opposition. Vous pourrez trouver dans l'énoncé les mentions, expliquer et discuter, que pensez-vous d'eux, dans quelle mesure, examiner, justifier, croyez-vous légitime, faiblesse et qualité, avantages et inconvénients, pessimisme et optimisme, à quelles conditions selon vous, etc. La structure de la discussion est typique. Premier point, explication des notions et existence d'une opposition. Deuxième point, ce qui est vrai ou ressemblance. Troisième point, ce qui est faux, différence. L'ordre entre le deuxième et le troisième point dépend de votre position. Ce que vous défendez vient en dernier. C'est-à-dire que votre point de vue sera la dernière partie du développement. Lorsque vous voulez donner votre position, il ne faut jamais le faire avec des arguments personnels, mais toujours généraux, ou avec des citations ou des références d'auteurs. Enfin, quatrième style de dissertation, le commentaire. Il ne faut surtout pas le confondre avec le commentaire de texte. Ici, il s'agit d'un type de discussion où vous ne donnez pas votre position personnelle, mais à la place, on suppose une troisième alternative à la confrontation ou à l'explication qui vise à élever ou à généraliser le sujet. Mais, je vous le souligne, le commentaire est systématiquement signalé dans l'énoncé sous des formulations du type commenter ou quelle réflexion vous suggère, etc. Dans nos exemples, on pourrait avoir, suite à l'énoncé mentionné, que peut inspirer une telle question? Quelle réflexion se dégage d'une telle interrogation? On pourra alors argumenter vers une autre voie plus générale. Pour le sujet littéraire, suffit-il de tout mettre en vers pour que cela soit poétique? N'y a-t-il pas d'épopée dans d'autres arts, cinéma, opéra? N'y a-t-il pas en soi de la poésie et de l'épique dans toute histoire, voire même dans la science? Ou, pour le sujet philosophique, est-il réellement nécessaire de se connaître pour bien vivre? S'agit-il réellement de se connaître consciemment? Ne peut-on pas concevoir de nouveaux moyens d'accès à la connaissance de soi? Poursuivons nos étapes et nous passons à la quatrième étape importante dans la rédaction de la dissertation. Après l'analyse du sujet, l'identification des termes clés qu'il est souvent nécessaire de définir, après l'identification du type de dissertation attendu, il vous faut faire la liste de tout ce que vous savez sur le sujet, notions, auteurs, citations, courants, etc. Je vous rassure, ce n'est pas parce que vous savez beaucoup que vous ferez une bonne dissertation, car cela n'est pas un exercice de connaissance, mais un exercice de réflexion, et ce n'est pas parce que vous savez peu
que vous ferez une mauvaise dissertation. Bon, si vous ne savez rien du tout, cela peut poser problème, mais on peut toujours deviner et s'en sortir. Mais souvent, l'essentiel suffit. Cinquième étape importante, très importante, l'argumentation, c'est-à-dire la rédaction du plan détaillé qui marque les étapes du raisonnement. Je sais, vous vous demandez pourquoi ne pas directement rédiger. Je suis passé par là aussi, et il m'a fallu longtemps pour me rendre compte de l'utilité réelle du plan, comme de prendre le temps d'analyser le sujet. Certains professeurs répètent de faire un plan, mais n'insistent peut-être pas assez, ou n'en montrent pas l'enjeu. Moi, je vais insister. Cela vaut pour une petite dissertation de 2 heures, jusqu'à une thèse de doctorat. Pourquoi prendre le temps de faire un plan détaillé? En fait, pour absolument tout. Par la suite, cela vous fera vraiment gagner du temps. Cela vous évitera de vous éloigner du sujet, de digresser, d'écrire des choses inutiles. Cela vous permettra de rester clair, précis, structuré. Je me répéterai à la fin sur ce point, pour insister, car je parle d'expérience et je m'adresse à tous ceux qui ont du mal avec la dissertation ou qui veulent progresser. J'assume et j'ose dire que la forme est plus importante que le fond. La forme compte pour une part très importante de la note, et je dirais laissez-vous guider par la forme, même laissez la forme vous guider. Une forme claire et maîtrisée vous entraînera vers une argumentation claire et cohérente, sans passage inutile, ce qui est suffisant avec quelques bons arguments pour rendre un très bon devoir. Vraiment, j'insiste sur la forme et la nécessité d'un plan clair et détaillé. Si vous maîtrisez la forme, vous maîtriserez votre dissertation. Cela vous évitera aussi de bloquer sur une formulation ou sur l'enchaînement de vos idées lors de la rédaction définitive, de ne plus savoir quoi dire ni comment le dire. Le détail du plan dépend du type de dissertation que vous avez pu identifier, et si dans le cadre d'une discussion on attend que vous vous positionnez, mettez ce qui représente votre point de vue en dernier, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète. Repassons aux exemples, en commençant par l'exemple littéraire. Je vous rappelle le sujet. Si l'on met l'histoire en vers, fait-on forcément une épopée? Je vous le répète encore, l'analyse du sujet nous permet de comprendre qu'on veut que vous répondiez clairement à une question fermée, oui ou non, en confrontant histoire et épopée sous l'usage de la versification. Selon votre point de vue, dans une discussion classique, vous commencerez à exposer ce qui les rapproche ou les différencie, et inversement, chaque rapprochement ou opposition servira à définir chaque notion. Votre jugement interviendra dans l'ordre de votre argumentation, je l'ai dit. Pour ma part, je ne pense pas que mettre l'histoire en vers suffise à faire une épopée. Je défendrai donc ce point de vue à la fin de l'argumentation. Première grande partie, point commun. Petit a, l'épopée, comme l'histoire, peut avoir comme sujet principal des récits historiques. Par exemple, la guerre de Troie, chez Homère, ou les guerres napoléoniennes, passage qu'on peut retrouver dans Les Misérables de Victor Hugo, ou dans Guerre et paix de Tolstoï. Petit b. Le travail de l'histoire et de l'épopée requiert exigence intellectuelle et talent des auteurs. Deuxième grande partie, différence. Petit a. Le travail de l'histoire doit être neutre, objectif, chercher la vérité. Il doit chercher les sources, être pédagogue, explicatif et chercher à comprendre, comme nous le montre l'exemple d'historiens célèbres
comme Fustel de Coulanges ou encore Jacques Le Goff. Petit b, le travail de l'épopée cherche à embellir, glorifier, recourir au merveilleux, à l'héroïsme. Il est partial, subjectif, cherche surtout à toucher les sentiments, l'imagination, à moraliser, et peut aller dans l'invraisemblable. Nous pouvons citer Homère, Virgile, Victor Hugo, la chanson de Roland. Troisième grande partie, le rôle de la versification. Il existe petit a, il existe des épopées sans vers, Ulysse de James Joyce, Guerre et paix de Tolstoï, Les Martyrs de Chateaubriand, et même de la poésie en prose, voire les poèmes par exemple de Guillaume Apollinaire ou de Lautréamont. Petit b, rien n'empêcherait un historien, s'il le souhaite, de chercher à styliser son travail objectif avec de la versification.